Une femme balayait le trottoir devant chez elle quand elle a remarqué un sac poubelle noir jeté près de l'entrée du garage. Elle ignore l'origine du sac et l'ouvre pour voir s'il contient un indice sur la personne qui l'a jeté. À l'intérieur, elle découvre trois objets. Un reçu de supermarché d'un magasin situé à plus de 150 km de chez elle, un paquet vide de chips et une poignée de morceaux de verre éparpillés. Une vitre provenant apparemment d'une voiture. Elle regarde ça, elle ne comprend pas grand-chose et finit par laisser tomber. Sauf que cette même semaine, cette femme discute avec une amie et cette amie lui parle d'une affaire qui fait la une de tous les journaux télévisés. Une jeune femme qui a été enlevée et que personne ne sait où elle est. La police la cherche depuis des jours déjà. Et l'un de ces détails que la police a révélé, c'est que pendant l'enlèvement, la victime aurait brisé la vitre arrière de la voiture du ravisseur. La femme alors se fige devant cela. Elle retourne alors en courant à la maison, retrouve l'endroit où elle avait laissé ce sac poubelle et appelle la police. Et c'est ce coup de téléphone, passé par une femme au foyer tout à fait ordinaire, totalement par hasard, qui va devenir l'un des éléments les plus importants de toute cette enquête. Parce que dans ce sac poubelle, il y avait le fil qui reliait le lieu de l'enlèvement à la cachette d'un prédateur que la police de deux États recherchait depuis des semaines. Je suis Marcos Campos. Et cette histoire va te montrer comment une femme de 22 ans, enfermée dans le coffre d'une voiture, a réussi à laisser des traces, des indices que même un détective professionnel n'aurait peut-être pas imaginé. Là, sous le coup de l'émotion, n'est-ce pas? Avec toute l'adrénaline du moment. Alors, pour tout connaître en détail, laisse déjà ton like et un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Si tu peux, deviens membre pour contribuer ici aux productions de la chaîne. Et passons aux faits. Pour comprendre ce qui est arrivé à cette jeune femme kidnappée dont j'ai parlé au début, Karlisha, il faut qu'on remonte un mois en arrière, d'accord? Parce que l'homme qui l'a enlevée n'était pas un inconnu, disons, pour le système judiciaire. Bien au contraire, c'était un vieil habitué. Et ce qu'il a fait en octobre 2014 montre exactement qui il était. D'accord? Regardez, le 1er octobre 2014, dans la ville de Richmond, en Virginie, la famille d'une jeune fille de 16 ans a appelé le bureau du shérif pour dire que leur fille avait disparu et que personne ne savait où elle pouvait être, ce qui se passait. Elle n'est pas rentrée. 2 jours ont passé sans aucune nouvelle de cette fille. Jusqu'au 3 octobre, lorsque cette jeune fille apparaît dans un commerce sur la route 106, la même, dans le comté de Charles City, nue, en train de saigner, couverte de brûlures, sentant l'eau, de javel et l'essence. Elle raconte alors aux enquêteurs ce qui s'est passé et son récit fait vraiment froid dans le dos, d'accord? Un homme lui a frappé la tête avec une pelle, l'a mise dans le coffre d'une voiture et l'a emmenée jusqu'à la maison des Montreux Digita, une caravane dans l'arrière-pays de la Virginie où il a agressé sexuellement la jeune fille pendant 2 jours. Et pendant ce temps, le ravisseur a montré des photos d'autres filles à celles qui étaient séquestrées là. Il a dit qu'il avait fait la même chose avec toutes elles. Mais au troisième jour, cet homme a emmené la fille dans la cour, là où ils étaient, il lui a ordonné d'enlever ses vêtements. Il a versé de l'eau de javel et de l'essence sur son corps, il a brûlé les vêtements qu'elle portait et il a commencé à creuser un trou dans le sol. Puis il a regardé la fille et lui a demandé comment elle voulait mourir. Mais cet homme, peut-être déjà très excité par la situation, peut-être croyant qu'il avait le contrôle, il s'est distrait, heureusement, par quelque chose. Et la fille a eu le temps de s'enfuir, nue, en sang, brûlée, mais elle a couru jusqu'à trouver quelqu'un, quelques personnes, et s'est échappée vivante. Après que son ADN a été prélevé, il a été inséré dans une base de données nationale, et le 28 octobre, toujours la même année, il a correspondu à un nom, Delvin Barnes, un homme de 37 ans, et quand les enquêteurs ont consulté le dossier de cet homme, ce qui est apparu était un casier judiciaire qui semblait sans fin. Vol à main armée, agression aggravée, séquestration, menace à la bombe. Mais l'affaire la plus révélatrice, disons, avait eu lieu en 2005, bien longtemps auparavant, lorsque Delvin s'était introduit chez son ex-femme, là à Philadelphie. Écoute, elle avait une ordonnance de protection contre lui à cause de violences antérieures. Mais comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas? Cela n'a pas empêché le type de se cacher dans l'armoire de sa chambre pour attendre que la femme aille se coucher et lui sauter dessus après qu'elle ait éteint les lumières. Il a griffé le visage de cette femme avec ses ongles, il l'a frappée, étranglée, menacé de la tuer.
Quand sa mère et son père ont essayé d'intervenir, il a donné un coup de poing au visage de la mère et frappé le père à la tête avec un bol en verre. Il a été condamné pour ça, d'accord? Il a été condamné en 2006 pour 6 chefs d'accusation, y compris agression aggravée et séquestration. Il a écopé de 8 ans de prison et la commission de libération conditionnelle a refusé la libération anticipée. Pour lui, à chaque demande de ses avocats, on affirmait qu'il n'éprouvait aucun remords et constituait un danger pour la communauté. Donc il a purgé sa peine et il est sorti le 30 novembre 2013. Mais il y a un détail que je vais raconter tout de suite. Mais pour résumer, moins d'1 an après être sorti de prison, Delvin Barnes avait déjà enlevé, violé et tenté. Et de tuer cette adolescente de 16 ans, celle dont j'ai parlé il y a peu de temps avec vous. La police de Virginie a donc émis un mandat d'arrêt contre lui, mais a décidé de ne pas rendre cela public. La stratégie, selon eux, était de ne pas alerter Delvin sur le fait qu'il savait ce qu'il faisait et qui il était. Pour essayer de le prendre par surprise, sauf que personne ne l'a attrapé, parce que Delvin a tout simplement disparu. Il a fui la Virginie et est allé exactement là où tout avait commencé, des années plus tôt, à Philadelphie, en Pennsylvanie. Ici, il y a sans doute un des principaux maillons de cette chaîne criminelle, non? Delvin avait purgé sa peine, comme je l'ai dit, à sa sortie de prison, tu te souviens? C'est ça, c'était en 2013, il a déménagé en Virginie et il est resté sous surveillance obligatoire et la Virginie est donc devenue responsable de le surveiller, à la demande de l'État de Pennsylvanie où il avait purgé sa peine. Malgré cela, il a réussi à enlever et à tenter de tuer cette adolescente. Il s'est donc enfui à nouveau à Philadelphie et il se promenait là-bas librement dans les rues, comme s'il était un gars ordinaire allant faire ses courses au supermarché. Et regarde l'ironie de la situation. C'est exactement ce qu'il a fait, quelques heures avant de changer la vie d'une personne. En fait, la vie du personnage principal de l'épisode d'aujourd'hui, qui est Carlisha. Alors, il est entré dans le supermarché là-bas à Philadelphie, il a acheté un paquet de chips, il a payé, il est sorti, il est monté dans sa voiture, une Taurus grise, et il est parti. Tout le monde se rappelle l'intro de l'épisode, non? Ce paquet de chips trouvé par une femme au foyer dans des déchets étranges jetés devant chez elle. Tu vois le truc? Carlisha avait 22 ans et elle travaillait comme aide-soignante à l'hôpital presbytérien, là-bas à Philadelphie. Elle était revenue dans sa ville, là, il y a environ 2 ans, après avoir passé toute son enfance et son adolescence à vivre avec sa grand-mère, Madame Anna, dans le Maryland rural. Elle est revenue parce que sa mère, Keisha, lui manquait et qu'elle voulait grandir. Infirmière et tout ça, je ne sais pas pourquoi elle a passé tout ce temps avec sa grand-mère, ce n'est pas précisé, mais sa mère a décrit la jeune fille comme très calme, dans son coin, tu vois? Elle devenait une vraie tigresse, tu vois? Elle devenait une autre personne, elle se transformait quand quelqu'un s'en prenait à elle, quand elle se sentait menacée. Dans la nuit du 2 novembre 2014, Carlisha rentrait chez elle après avoir rendu visite à son filleul. Routine normale, elle vivait avec son petit ami et comme d'habitude, ils avaient convenu qu'elle l'appellerait quand elle descendrait à un arrêt de bus précis. Le gars allait la retrouver là-bas et ils rentraient ensemble à pied. Sauf que, ce soir-là, vers 21h40 à peu près, Carlisha est descendue à un arrêt, comme d'habitude, dans leur quartier, là, Germantal. Elle a commencé à marcher seule, là, dans la rue Westcounter. Son petit ami n'a pas eu le temps d'arriver, peut-être qu'elle allait à sa rencontre, et tout ça. Elle portait une veste bleu clair, un pull gris et blanc, et elle avait un sac à dos avec elle. Tu sais, à cette Ford Taurus grise de Delvin, il est passé devant elle, a tourné dans une rue, a fait le tour du pâté de maison et est repassé devant elle. Une caméra de surveillance a enregistré la scène. Ensuite, Delvin s'est approché, a tendu la main vers elle. Carlisha a reculé, puis elle essaie de l'éviter, de passer à côté de ce type, mais il avance et attrape la jeune fille avec ses 2 mains. L'image change alors pour une autre caméra. Ensuite, dans l'analyse de l'affaire, on peut voir Carlisha être traînée sur tout le pâté de maison, là, dans la rue Westcounter. Elle est toujours jetée au sol, poussée en direction de la voiture du type, qui était garée là, dans la rue, et la voiture avait des plaques du Maryland, d'accord? Pendant que Delvin essaie de forcer la jeune fille à entrer dans sa voiture, Carlisha fait quelque chose que les enquêteurs qualifieront plus tard de brillant. Elle laisse tomber son téléphone par terre, là sans qu'il s'en rende compte, évidemment exprès, et en même temps, elle laisse aussi tomber ses lunettes. Elle a expliqué la logique après, d'accord? Dans les films d'horreur et policiers,
Elle a dit que la première chose que la personne fait quand quelqu'un est en danger, je parle du ravisseur, n'est-ce pas? La première chose que fait la personne qui provoque le danger, c'est de retirer à la victime tout ce qui peut lui servir à communiquer, n'est-ce pas? Elle s'est dit, si je laisse mon téléphone ici avant qu'il ne me le demande, quelqu'un le verra peut-être, non. Ensuite, il pourrait me fouiller, mais mon téléphone ne sera plus là une fois qu'on sera parti. Donc observe déjà son raisonnement au départ. Mais ce n'est pas tout, d'accord? Dans la voiture du gars, la Taurus grise, là, elle a trouvé un marteau qui était soi-disant posé sur la banquette arrière. Elle l'a pris et sans hésiter, elle a frappé le gars à la tête. Et là, les gars, je suppose qu'elle ne l'a pas touché de plein fouet, n'est-ce pas? Parce que sinon, il se serait passé quelque chose. Le gars a continué à conduire et tout. Mais ce qui a vraiment été plus direct, je dirais, c'est qu'elle a aussi utilisé le marteau pour casser la vitre de la voiture. Son idée à ce moment-là, c'était de faire du bruit, d'attirer l'attention de quelqu'un, tu vois? Quelqu'un qui pourrait voir ce qui se passait. Et c'est à ce moment précis que Delvin a sorti un couteau qu'il avait et lui a ordonné de s'arrêter. Sinon, il allait la tuer là, vraiment, à l'intérieur de la voiture. Carlich, alors, sans vraiment pouvoir faire grand-chose à ce moment-là, s'est arrêté là. Pendant que tout cela se passait, un homme nommé Dwayne Fletcher marchait dans une rue voisine lorsqu'il a entendu les cris d'une femme. Il a alors couru dans la direction de ce bruit et est arrivé à temps pour voir ce qui se passait. Delvin forçait Carlich à monter dans sa voiture. Alors il a crié, il a demandé à l'homme ce qu'il faisait là. Mais ensuite, il a vu que Delvin avait un couteau à la main et il a reculé. Et à ce moment-là, la voiture de Delvin est partie en trombe. Dwayne est resté là, debout sur le trottoir, avec le téléphone de Carlich à la main, qu'il avait déjà trouvé. Il a immédiatement appelé la police et raconté ce qu'il avait vu. Comme la patrouille tardait, il a rappelé. Dwayne a raconté dans une interview plus tard qu'à ce moment-là, il n'a pu que tenter de surmonter le choc, il pleurait, et il avait l'impression de ne pas avoir fait assez à ce moment-là. Mais les enquêteurs ne sont pas d'accord avec lui. D'accord. Le détective James Sloan, qui s'est occupé de l'affaire, a dirigé toute la partie de l'enquête de la police de Philadelphie. Il a déclaré lors d'une conférence de presse que Dwayne était un héros, qu'il avait été témoin, avait observé et avait appelé la police 2 fois. Et que sans lui, l'issue aurait probablement été différente. Quand la police est finalement arrivée sur place, Carlich n'était déjà plus là. Non, mais ils avaient maintenant son téléphone portable, ses lunettes, les éclats de verre d'une vitre de la voiture, le témoignage de Dwayne, ainsi que la vidéo de la caméra de surveillance qui montrait chaque seconde de cet enlèvement, et même le commissaire de police de Philadelphie. Charles Ramsey a dit que, en 46 ans de carrière dans la police, c'était la première fois qu'il voyait un enlèvement enregistré ainsi en détail, sans aucune gêne de la part du ravisseur. Et avec cela, la course contre la montre a commencé parce que tout le monde savait qu'à chaque minute qui passait, les chances de retrouver Carlich vivante diminuaient. Delvin a commencé à conduire sa voiture et a quitté Philadelphie. Il se dirigeait vers le sud, en direction du Maryland, rappelant que sa voiture venait de là-bas. À un moment donné, pendant le voyage, il a attaché les poignets de Carlich et l'a jeté dans le coffre de sa voiture. Mais enfermée là dans le noir, Carlich n'a pas paniqué. Bien sûr, les amis, elle a ressenti une peur énorme à ce moment-là, mais elle a quand même réussi à réfléchir et plus encore, elle a réussi à agir. Regardez bien, quand Delvin s'est arrêté dans une ville appelée Aberdeen, dans le Maryland, à environ 120 km de Philadelphie. Carlich lui a offert sa carte bancaire, lui a donné le code et l'a laissé retirer de l'argent là-bas. Sa logique était simple et en même temps géniale, n'est-ce pas? Créer une trace, faire en sorte qu'il utilise le distributeur automatique de billets là-bas, qu'il y ait une caméra, qu'il utilise sa carte pour que l'enquête puisse retracer où ils étaient. Ainsi, le lendemain matin, déjà le 3 novembre, moins de 12 heures après l'enlèvement, les enquêteurs savaient déjà que la carte de Carlich avait été utilisée à Aberdeen. Et les caméras du distributeur automatique de billets montraient là un homme en vêtements sombres, utilisant la carte et confirmant qu'il s'agissait bien du ravisseur. Et il se dirigeait vers le sud, mais Carlich a fait plus que cela. Elle a utilisé là des compétences qu'elle avait apprises dans son travail d'infirmière pour gérer les gens, etc. Et elle a commencé à parler avec Delvin, tu sais, elle a commencé à dire des choses plus personnelles, etc. Pour que le gars baisse sa garde, pour qu'il s'ouvre à elle, et elle a réussi, grâce à ça, à se rapprocher émotionnellement de lui. Et pas seulement être là, une victime inerte, attendant ce qui allait arriver. L'agent spécial du FBI Percy Gillis a expliqué: Carlich était devenue en quelque sorte humaine à ses yeux. Elle s'est ouverte, elle a fait en sorte qu'il baisse sa garde, et c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie.
Elle a alors guidé Delvin jusqu'à des distributeurs automatiques de billets qui avaient des caméras de surveillance espérant que quelqu'un capte leur image. Ils se sont même arrêtés dans un snack, un McDonald's, et à chaque arrêt, Carliche essayait, à sa manière, discrètement, de signaler qu'elle avait besoin d'aide. Et pendant le trajet, tous les deux jetaient des déchets par la fenêtre de la voiture. Delvin jetait parce qu'il était vraiment négligé et sale, tandis que Carliche faisait ça par stratégie. Elle jetait tout ce qu'elle pouvait pour laisser une trace derrière eux. Et c'est là qu'on fait le lien. Au début de l'épisode, vous vous souvenez du sac poubelle devant la maison d'une femme au foyer, le reçu d'un supermarché qui était loin de la maison de cette femme, puis le paquet vide de chips, les morceaux de verre. Les enquêteurs ont ensuite récupéré ce reçu, ont vérifié la date, l'heure de l'achat et sont allés au supermarché pour obtenir, n'est-ce pas, les images de vidéosurveillance. Et ils ont trouvé Delvin là, marchant dans les allées, avec un bonnet sombre et des baskets colorées, achetant exactement le même paquet de chips qui se trouvait dans la poubelle. Et c'est à ce moment-là que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Pour ce gars-là, pendant que les enquêteurs de Philadelphie rassemblaient les pièces de ce côté-ci, quelque chose se passait de l'autre côté. La police de Virginie regardait les informations. Et quand ils ont vu la vidéo de l'enlèvement de Carliche à Philadelphie et les images de surveillance que la police avait diffusées, ils ont tout de suite reconnu. Le type, c'était Delvin Barnes, le même homme qu'ils recherchaient pour tentative de meurtre et viol sur cette adolescente de 16 ans, vous vous souvenez? Alors, les enquêteurs de Virginie avaient quelque chose que la police de Philadelphie n'avait pas encore. Le nom du type, une photo de lui bien nette et, le plus important, des informations sur la voiture. Et c'est ici qu'entre en jeu le détail le plus improbable de toute l'affaire. Et je dirais que c'est le lien fondamental lorsqu'il Usaram os dados, eles descobriram Delvin avait acheté une Ford Taurus grise dans une concession de voitures d'occasion, qui vendait là-bas à des personnes qui avaient un mauvais dossier de crédit. Et comme mesure de sécurité, au cas où l'acheteur arrêterait de payer les mensualités, le magasin installait alors un traceur GPS caché dans le véhicule pour pouvoir localiser la voiture et la reprendre si nécessaire, une précaution contre les mauvais payeurs. Delvin avait un très mauvais crédit, son nom était sur la liste noire là-bas, donc sa Taurus avait un GPS. Et le capitaine Jason Crowley, du bureau du shérif du comté de Charles City. Il a donc appelé la concession et a demandé d'activer ce traceur-là. Il a raconté qu'après, en 5 minutes, la concession avait déjà transmis tous les points, comme ça, de la localisation GPS. Le signal a indiqué un parking d'un centre commercial à Jessup, dans le Maryland, à environ 70 km au sud-est de Baltimore. Et là, je dois vous demander, les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'aspect le plus insolite de cette affaire, c'est justement le fait que Delvin Barnes, ce type complètement dérangé, ait été retrouvé à cause de son mauvais crédit, son nom sur la liste noire. Et ce GPS qui avait été installé pour protéger un concessionnaire automobile contre un éventuel mauvais payeur a fini par sauver la vie de Carlicha. Nous étions le 5 novembre 2014, 3 jours après l'enlèvement. Des agents de l'ATF, qui est une agence américaine, l'agence chargée de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs. J'en ai déjà parlé ici avec vous sur la chaîne, donc ils se sont rendus jusqu'au centre commercial, là où le GPS indiquait à Jessup, et ils ont effectivement trouvé la Ford Taurus. Sur le parking, une vitre arrière était cassée et réparée avec du plastique. Les agents se sont alors positionnés autour du véhicule, et ils ont vu qu'il y avait à l'intérieur un homme et une femme, tous les deux assis du côté passager de la banquette arrière. Quand Delvin a vu les policiers bouger, il a sauté côté conducteur et tenté de démarrer la voiture pour fuir. Mais les agents ont utilisé leur propre véhicule, les voitures de patrouille, pour bloquer toutes les sorties et ont encerclé la voiture du ravisseur. L'agent de l'ATF, Tim Jones, était au téléphone avec le détective Sloan de Philadelphie, qui avait lancé toute l'enquête, au moment précis où l'équipe a bouclé le périmètre. Il a alors dit que c'était un de ces moments où tout le monde était très heureux et que la chance était de leur côté. Du bon côté, n'est-ce pas? Delvin a été sorti de la voiture et arrêté sans résistance, selon Jones. Il était surpris, sans comprendre comment il l'avait atteint si vite. Mais tout le monde, en fait, je pense que ce que vous voulez vraiment savoir, c'est à propos de Carlicha. N'est-ce pas? Comment elle était à ce moment-là? Regardez les gars, elle était très nerveuse, émotionnellement, ou plutôt épuisée. 3 jours entiers entre les mains d'un prédateur qui, un mois plus tôt, avait creusé un trou pour enterrer une adolescente. Mais tout comme la dernière victime, Carlicha était aussi en vie. Les agents l'ont donc emmenée à l'hôpital en urgence. Elle a été examinée, elle avait plusieurs blessures,
mais rien qui mettait sa vie en danger. Alors, le détective Sloan, le tout premier sur l'affaire, a pris le téléphone et a appelé la famille de Carlisha. D'abord, il a parlé avec la sœur, il a demandé pourquoi elle avait une voix si triste, il lui a dit de commencer à se calmer et à fêter. Parce qu'ils avaient retrouvé sa sœur et qu'elle était saine et sauve. Il a ensuite demandé à parler à sa mère. Et Keisha est allée à l'hôpital. Ensuite, dans le Maryland, elle est entrée dans la chambre, elle a vu Carlisha en train de pleurer, elle lui a dit qu'elle l'a cherché à chaque instant depuis sa disparition. Et lors de la conférence de presse ce soir-là, Keisha, la mère de Carlisha, s'est tenue devant les micros, entourée de sa famille, souriant pour la première fois après 3 longs jours. Elle a remercié bien sûr tout le monde d'avoir gardé l'espoir de la famille. Elle a dit qu'elle ramènerait enfin sa fille à la maison. Mais il y a toujours un mais, non? L'histoire de Carlisha ne s'arrête pas au sauvetage, parce que ce qui est devenu après, franchement, a révélé des aspects insolites dans cette histoire, d'accord? Quand Delvin a été arrêté, il a avoué. Il a dit qu'il ne connaissait pas Carlisha, qu'il ne l'avait jamais vue auparavant, qu'il n'avait aucune relation avec elle, et que l'enlèvement a commencé comme un vol, un acte de désespoir de sa part, selon ses propres mots, d'accord. Il aurait donc eu besoin d'argent pour voyager jusqu'en Virginie et voir sa fille une dernière fois avant de se rendre à la police. De là n'est-ce pas? De Virginie, à cause des accusations dans l'affaire de cette adolescente, il a dit au juge qu'il s'en était pris à la mauvaise personne et que le vol s'était transformé en autre chose, en d'autres choses. L'enquête fédérale a révélé que, pendant les 3 jours de captivité, Delvin a exploité sexuellement Carlisha. Le père de Delvin est pasteur, mais son oncle, Lamar, n'a pas essayé de défendre son neveu. Il a déclaré à la presse ne pas avoir été surpris par la nouvelle et qu'il ne prétendrait pas que Delvin était une bonne personne simplement parce qu'il était de la famille. Ce fameux Lamar. Il a ensuite raconté que la sœur de Delvin l'avait appelé une semaine avant l'enlèvement de Carlisha, disant que Delvin avait fait quelque chose de très grave en Virginie, qu'il avait prévenu toute la famille de rester à l'écart. Alors Lamar a appelé la mère de Delvin pour lui dire qu'il avait encore fait quelque chose de mal. Le commissaire Ramsey a résumé toute la situation en une phrase. Il a dit que Delvin était un bandit, qu'apparemment c'était tout ce qu'il faisait et qu'il était un prédateur violent, dangereux. J'ajoute que l'affaire a été confiée à la justice fédérale car l'enlèvement a dépassé les frontières des États. Le procureur fédéral a alors présenté l'accusation d'enlèvement fédéral et un accord de plaidé coupable a été conclu qui a fonctionné de la manière suivante. Delvin plaiderait coupable et en échange, le ministère public lui proposerait une peine de 35 ans, retirant ainsi la perpétuité de l'équation, tu vois. Delvin devrait aussi reconnaître sa culpabilité dans l'affaire de l'adolescente en Virginie. Mais les procureurs ne porteraient pas de charge fédérale distincte pour ce crime. Et là, mec, je me suis dit, mince, le gars risquait la perpétuité pour ces crimes qu'il a commis alors que personne n'est mort, tu te rends compte? Pour moi, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passerait ici dans un cas comme celui-là? En septembre 2015, Delvin est entré au tribunal fédéral de Philadelphie devant le juge Curtis Joyner, portant une combinaison vert foncé et des menottes. Et il a peu parlé, il a seulement répondu « oui monsieur » et « non monsieur » au juge. Il a aussi dit qu'il prenait des médicaments quotidiens pour la dépression et l'anxiété, et il a gardé la tête baissée tout le temps. Quand le juge lui a demandé pourquoi il avait commis le crime, Delvin a répondu que c'était un acte de désespoir sans pouvoir l'expliquer. La sentence n'est tombée que le 30 juin 2016, et ce qui s'est passé lors de cette audience est quelque chose que personne n'attendait. Peut-être, d'accord, Carlisha est allée au tribunal, elle est restée debout devant le juge, sans regarder Delvin à aucun moment. Elle a raconté ce qu'elle subissait encore, anxiété, stress post-traumatique, dépression. Ce jour-là, en rencontrant Delvin, elle pensait vraiment qu'elle allait mourir. Quand le juge Joyner a pratiquement invité Carlisha à demander la prison à perpétuité pour son ravisseur. Au lieu de dire qu'elle voulait que Delvin ne voie plus jamais la lumière du jour, elle a fait le contraire. Elle a demandé au juge d'accepter l'accord de 35 ans. Elle a dit que quand Delvin sortirait de prison, il ne serait plus capable de recommencer, parce qu'il serait plus âgé. Il aurait déjà beaucoup réfléchi à ce qu'il a fait. Écoute, je ne suis pas sûr, tu sais. Le juge a fini par accepter. 35 ans de prison avec 5 ans de liberté surveillée après sa libération. En rappelant qu'il a fait tout ça alors qu'il était déjà en liberté surveillée, vous vous souvenez. Mais Delvin a baissé la tête là-bas et a dit qu'il s'excusait du fond du cœur. Il a fini par accepter aussi. Et c'est tout. Carlisha a expliqué publiquement pourquoi elle avait pardonné à Delvin. Elle a dit que ce n'était pas parce qu'elle pensait que ce qu'il avait fait était acceptable, mais parce que, selon elle, c'était la seule façon d'aller de l'avant.
Elle a dit qu'elle ne pensait pas que ce qu'il avait fait était juste, qu'il y avait des conséquences qu'il devait affronter, mais que tout le monde mérite une seconde chance de devenir une meilleure personne, et que pour continuer à vivre et aller de l'avant, elle a dû laisser une partie de tout cela derrière elle, et cela passait en partie par le pardon. Vous êtes d'accord, les abductés? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Del Delvin Barnes est en prison. na penitenciária federal de Harlem. À Yarlong, en Californie, la date de libération prévue, selon les informations, est 2044 quand il aura 67 ans. Dwayne Fletcher, vous vous souvenez de lui. Le témoin là-bas, qui a essayé d'intervenir, a appelé la police 2 fois. Les enquêteurs l'ont qualifié de héros. Un total de 47 000 $ de récompense a été offert pendant l'affaire, et la police a ensuite déclaré que si quelqu'un méritait cet argent, c'était Dwayne. Carlisha a pris un congé du travail, a suivi une thérapie, puis est retournée à l'hôpital où elle travaillait. Elle a dit que revoir ses collègues là-bas était aussi en fait une situation qui l'aidait à se relever, à s'améliorer psychologiquement. Ensuite, elle a eu un enfant, et c'est pour lui, dit-elle, qu'elle arrive à rester forte chaque jour. Elle a dit qu'elle a encore parfois peur, mais essaie d'être forte pour son enfant. Et c'est ainsi que Carlisha Freeland-Guiter a survécu, parce qu'elle a pensé plus vite que l'homme qui a tenté de la détruire. Elle a laissé tomber son téléphone pour qu'on le retrouve, elle a donné sa carte bancaire pour qu'on puisse la localiser. Elle a brisé les vitres de la voiture pour être vue. Elle a parlé avec le ravisseur pour être traitée comme une personne. Elle l'a guidé jusqu'aux caméras de sécurité pour être filmée. Après tout ça, elle s'est tenue debout au tribunal et a demandé la clémence pour l'homme qui a failli la tuer. Écoute, je dirais que Delvin représentera encore un danger. Oui, après être sorti de la maison, de prison, d'accord. S'il avait vraiment 67 ans, après tout, de nos jours, à cet âge-là, on a encore plein d'énergie pour faire du mal, tu sais. Je me méfierais de ce type-là. J'espère que la justice américaine, quand le moment sera venu, regardera ça de plus près. Parce qu'il n'en a pas fait une, ni deux, ni trois, hein, il y en avait plusieurs. Elle a dit à Carlisha que tout le monde mérite une seconde chance, mais ce gars était déjà récidiviste, donc ça se complique. J'aimerais connaître votre avis. Merci de votre compagnie, bisous du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.